Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi Afiani, je suis médecin dans le service d'anesthésie-réanimation et médecine périopératoire du professeur Kennel à l'hôpital Tenon à PHP Sorbonne Université. Je suis chargé de vous traiter le sujet du drainage thoracique. Un petit mot sur l'historique. Bien que ça se soit énormément développé et changé sur les dernières années, le drainage thoracique trouve ses origines 500 ans avant Jésus-Christ, où Hippocrate avait procédé à des drainages dirigés d'empyèmes thoraciques. Au XVe siècle, Celsius faisait des résections de côtes avec mise en place de tubes métalliques pour traiter des biothorax. Et à la fin du XIXe siècle, celui qui a tout révolutionné et qui aujourd'hui est encore la référence dans la prise en charge du drainage thoracique, c'est Playfair avec la mise en place des systèmes du bocal. Pour rappel, le système respiratoire est constitué de deux unités. La première, c'est le système d'échange, qui est composé du cœur et du poumon et qui permet l'échange alvéolo-capillaire en oxygène et en CO2. Et le système moteur, constitué de la paroi thoracique avec la cage thoracique et les muscles thoraciques, dont le rôle est de créer un système mécanique qui, lors des mouvements thoraciques, va transmettre une pression négative au système d'échange pour entraîner les mouvements respiratoires. Et comment se fait ce transfert de pression négative entre le système moteur et le système d'échange? C'est grâce à une cavité virtuelle constituée par les deux feuillets pleuraux, la plèvre pariétale collée au système moteur et la plèvre viscérale collée au système d'échange. Pour rappel, cette plèvre a trois fonctions. La première, elle est mécanique. Je viens de le dire, ça va transmettre le vide pleural, la pression négative à travers cette cavité virtuelle pour entraîner les mouvements respiratoires. La deuxième fonction est sécrétoire. Pourquoi? Parce qu'elle sécrète et réabsorbe du liquide qui est autour de 100 millilitres par jour. Le rôle de ce liquide est la lubrification des feuillets pleuraux pour qu'on puisse avoir un glissement entre le feuillet pariétal et le feuillet viscéral. La troisième fonction est d'ordre immunologique, puisque ce liquide pauvre en anticorps est particulièrement sensible aux infections, d'où la règle de base qui est une asepsie chirurgicale pour tout geste sur la plèvre. Je reviens au rôle sécrétoire, donc la plèvre donne 100 millilitres par jour. On le traitera tout à l'heure, mais si on attend que la cavité s'assèche, on ne pourra jamais enlever un drain. Donc un drain va donner au moins 100 millilitres par jour, voire plus en fonction de l'état inflammatoire. Les autres rappels physiologiques, nous avions dit que le feuillet viscéral était collé au poumon, le feuillet pariétal était collé à la paroi thoracique et on a en permanence 18 millilitres de liquide entre ces deux feuillets pour permettre le glissement pleural. Ceci est une diapositive d'une coupe autopsique de plèvre. Donc, on voit que c'est un feuillet transparent. D'accord? Et ceci est une photo de la plèvre viscérale collée au poumon. Maintenant, nous allons parler de la fonction mécanique de la plèvre. Ceci est une vieille étude où on a mis en place un capteur de pression intrapleurale chez un chien et on a mesuré les pressions intrathoraciques en fonction de la capacité vitale de ce chien. Donc, je précise, sur les abscisses, on a la pression intrapleurale. On est plutôt sur un mode négatif puisqu'on part de 0, moins 10, moins 20, moins 30, puisque je rappelle qu'en ventilation spontanée, la pression intrathoracique et intrapleurale est négative, contrairement à la ventilation mécanique où la pression est positive. En ordonnée, on a le pourcentage de la capacité respiratoire du chien entre 0 et 100%. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que
le maximum de pression pour atteindre cette capacité respiratoire est de moins 30 cm d'eau. Et cette pression, bien sûr, a été captée sur la partie tout apicale du poumon. Encore une fois, on va y revenir tout à l'heure, mais ça ne sert à rien de mettre une aspiration sur un drain pleural au-delà de 40 cm d'eau. Tout simplement parce que notre système respiratoire est conçu de manière à ce que la capacité respiratoire maximale soit atteinte à moins 30 cm d'eau. Maintenant, nous allons parler des indications du drainage thoracique. Les indications du drainage thoracique sont tout d'abord le pneumothorax. Tout le monde connaît ce que c'est qu'un pneumothorax. Un pneumothorax, c'est un épanchement aérique qui apparaît entre les deux feuillets viscéral et pariétal de la plèvre. Ceci va entraîner un décollement du parenchyme pulmonaire de la paroi thoracique. Et on le voit très bien sur cette diapositive avec là où je mets ma flèche, une ligne qui signe la séparation entre le parenchyme pulmonaire et la cavité de décollement. Donc, ceci est un pneumothorax. Un pneumothorax peut être très grave. Pourquoi? Parce que sur cette diapositive, nous voyons que l'épanchement ici à gauche est tellement important qu'il va entraîner le médiastin vers le côté contralatéral, ce qui va comprimer les gros vaisseaux, veines caves, ventricule droit, diminuer le retour veineux, voire entraver le retour veineux, et causer un arrêt circulatoire. C'est ce qu'on appelle communément une tamponnade gazeuse. Donc, lorsque ce pneumothorax est complet, ça veut dire quoi complet? Ça veut dire que l'épanchement aérique concerne tous les mi-champs pulmonaires de haut en bas sur plus de 3 cm, ce qui est le cas sur cette diapositive. C'est une indication formelle au drainage pour ne pas basculer dans le pneumothorax compressif dont j'ai parlé tout à l'heure et qui va entraîner un retentissement hémodynamique majeur jusqu'à l'arrêt cardiaque. Nous avons la même image ici sur une coupe scanographique où on voit que le décollement aérique est complet. Cette ligne-là signe le parenchyme pulmonaire ou la limite du parenchyme pulmonaire avec la cavité pleurale. Alors, lorsqu'un pneumothorax est idiopathique, c'est-à-dire qu'il est non traumatique, qu'il survient de manière spontanée, soit nous avons une dyspnée sévère, et c'est une indication urgente à l'exsufflation à l'aiguille. S'il n'y a pas de dyspnée, on va évaluer la taille du pneumothorax. Soit il est complet, ça veut dire qu'il y a un décollement sur toute la hauteur de la ligne axillaire. Et dans ce cas-là, si c'est un premier épisode, l'évacuation peut se faire à travers un drain de petite taille ou à l'exsufflation. Si c'est un deuxième épisode ou au-delà du deuxième épisode, il faut aller vers la pleurodèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une intervention chirurgicale pour entraîner une réaction inflammatoire entre le feuillet pariétal et viscéral pour que ces feuillets recollent l'un à l'autre et qu'il n'y ait plus de récidive de ce pneumothorax. Lorsque le pneumothorax est incomplet, en absence de comorbidité du patient, avec une bonne tolérance, une bonne compliance, le patient peut retourner à domicile avec son pneumothorax sans drainage ou bien surveiller le temps d'évaluer l'indication ou pas d'une évacuation ou d'un drainage chirurgical. Tout pneumothorax pathologique doit être pris en charge et on suit les mêmes règles d'évaluation de la tolérance clinique, de la sévérité de la pathologie sous-jacente et du volume de l'épanchement. Alors,
un tiers des patients sous ventilation mécanique qui ont un pneumothorax vont développer un pneumothorax compressif avec un retentissement hémodynamique et respiratoire. Et donc, pour tout patient ventilé, faire un pneumothorax est une indication à un drainage. Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation, mais la tendance est plutôt au drainage des patients sous ventilation mécanique, tout simplement parce qu'on va imposer de la pression positive à l'intérieur des voies aériennes qui sera probablement transmise dans la plèvre et entraîner des signes de tamponnade gazeuse. La deuxième indication du drainage thoracique est l'hémothorax. Le rationnel dépend aussi de la tolérance. Donc, lorsqu'il y a un caillotage, une coagulopathie, c'est une indication au drainage, surtout lorsqu'il y a une détresse respiratoire aiguë, et pareil sur une surinfection de cet hémothorax. Pour les hémothorax de faible abondance, ça se résorbe tout seul et il faut éviter d'aller les ponctionner ou les évacuer pour diminuer le risque infectieux. La pleurésie. Alors la pleurésie, elle peut être de différentes étiologies. Pleurésie, ça veut dire un épanchement liquidien par opposition au pneumothorax qui est un épanchement aérique. C'est un épanchement liquidien dans la plèvre. Donc ça peut être du pus franc, ça peut être une pleurésie purulente avec un liquide clair où cette fois-ci l'examen direct, la culture peuvent nous donner la bactérie qui est à l'origine de cette infection du liquide pleural. Et en attendant ces résultats, on peut se baser sur le pH, sur les leucocytes, sur le retentissement respiratoire et sur le volume pour poser l'indication d'un drainage thoracique. L'apport de l'échographie est très important dans le drainage, surtout liquidien, comme on le voit sur cette diapositive. On voit la languette pulmonaire qui est bien consolidée, là en blanc, avec la ligne de délimitation par rapport à cet aspect qui est très hypoéchogène et qui est évocateur d'un épanchement liquidien. Et donc, ça peut nous servir, un, à faire le diagnostic, deux, à aider la thérapeutique pour aller évacuer ce liquide. Ça nous permet aussi d'éviter de ponctionner ou de transpercer le diaphragme, organe majeur dans la genèse des pressions négatives et la genèse des mouvements respiratoires. Ça nous permet aussi de quantifier l'épanchement. Donc, lorsqu'il fait plus de 5 cm, c'est prédictif d'un épanchement supérieur à 20 ml. Et ce qu'on fait, c'est que le volume en millilitres est égal à la hauteur de l'épanchement multiplié par l'épaisseur de cet épanchement. Et on va finir par les traumatismes du thorax. Les traumatismes du thorax peuvent entraîner soit un pneumothorax, qui est significatif ou pas. Lorsqu'il ne l'est pas, ça impose uniquement une surveillance. Lorsqu'il est significatif, c'est-à-dire à plus de 2 travers de doigts ou plus de 3 cm, ça impose une prise en charge avec un drainage. L'hémothorax, nous l'avions dit, l'attitude est moins tranchée, sauf pour l'hémothorax compressif. Et l'hémopneumothorax, c'est une indication au drainage. Et enfin, ce que nous, on fait de la prise en charge périopératoire de chirurgie thoracique, nous avons énormément de drainage post-opératoire qui consiste à la mise en place des drains à ciel ouvert, puisque le chirurgien a le thorax ouvert sous les yeux. Ça lui permet de glisser sous contrôle de la vue des drains, soit en apical, soit en basal. En général, il y en a un, voire deux. Un qui va vers le cul-de-sac costodiaphragmatique et un deuxième qui va en apical. Donc, s'il n'y a pas d'exérèse parenchymateuse, la tendance est d'éviter de mettre un drain. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement douloureux, ça va diminuer la compliance, ça va diminuer la capacité respiratoire du patient. Et dès qu'il y a une résection parenchymateuse, compte tenu du risque de fuite, on met en place un, voire deux drains en fonction des écoles. Nous avons tendance à en mettre un seul à l'hôpital Tenon. Je vous ai mis une radiographie de thorax où on voit les deux champs pulmonaires. Ici, c'est juste des électrodes. Par contre, là, on voit qu'il y a un drain qui est antérieur, il est ici, et un deuxième drain qui est postérieur.
Nous le verrons tout à l'heure lorsque nous allons décrire les systèmes de drainage, mais un drain thoracique a pour obligation d'être radio-opaque pour être visible à la radiographie du thorax. Maintenant, je vais vous demander de vous concentrer parce que cette partie-là est super importante. Pourquoi? Parce que nous allons traiter des caractéristiques du drainage thoracique. Tout drainage thoracique doit répondre à 4 éléments majeurs. Le premier, c'est qu'il soit étanche, qu'il soit irréversible, qu'il soit aseptique et qu'il soit plus ou moins aspiratif. Je m'explique. Le drainage doit être étanche. De la sortie du drain de la paroi thoracique jusqu'à l'aspiration murale. Toute fuite sur les tuyaux, que ce soit le drain thoracique lui-même, la tubulure qui va le relier à la valise ou la tubulure qui va relier à la valise à l'aspiration murale, va diminuer l'efficacité de l'aspiration, va diminuer l'efficacité du drainage, voire même va exposer le patient à une fuite à contresens et un risque infectieux. D'où le deuxième terme d'irréversibilité. Toute évacuation d'un liquide ou d'un dispositif du thorax doit se faire sans retour possible à l'intérieur. Donc tout se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Tout liquide, tout épanchement liquidien, tout épanchement aéré qui sort du patient ne doit pas re-rentrer à l'intérieur du thorax. Le troisième élément, c'est la caractéristique aseptique du drainage. Je rappelle que la plèvre contient un liquide pauvre en anticorps particulièrement sensible aux infections et donc toute plèvre doit être aseptique, toute manipulation du système de drainage doit être aseptique pour éviter la contamination pleurale. Faisons attention au va-et-vient du liquide dans les tubulures. Ce liquide ne doit plus rester à l'intérieur des tubulures pour ne pas re-rentrer dans le patient. Donc, il doit être automatiquement siphonné dans la valise. Le dernier point, c'est que tout système de drainage doit avoir la capacité de pouvoir être aspiratif. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Nous allons décrire le matériel de drainage, ça veut dire le drain thoracique lui-même. Alors, si demain vous voulez vous lancer dans l'industrie du drain thoracique, pour pouvoir avoir un marquage CE, il faut avoir ces 3 caractéristiques. Votre drain doit être stérile, il doit être gradué et il doit être radiovisible pour pouvoir le surveiller régulièrement. Il y a différentes sortes de drains thoraciques. Selon les matériaux, il y a des drains en caoutchouc, communément appelés drains de Monaldi. Le caoutchouc a pour caractéristique de provoquer une réaction inflammatoire, ce qui va créer une symphyse pleurale et pouvoir permettre le recollement du feuillet viscéral et pariétal très rapidement. Il y a aussi les drains en plastique PVC, c'est ce qu'on appelle les drains d'argile. Cela ne crée pas de réaction inflammatoire et du coup, s'exclut le plus tardivement possible. Donc, on les met lorsqu'il n'y a pas besoin de symphyse pleurale. Il y a aussi les drains en silicone. Cela ne provoque pas de réaction inflammatoire non plus. Ils sont souples, moins douloureux et provoquent moins de caillotage. Concernant les calibres, lorsqu'on parle de calibre de drain, on parle en unité de charrière. Et une unité de charrière représente à peu près 1/3 de millimètre, plus exactement 0,27 mm. Donc nous avons des drains de petit calibre, charrière 8, ce qui représente à peu près 2,6 mm. C'est ce qu'on utilise par exemple pour les pleurocates ou les drains Furman, communément appelés drains queue de cochon. Et les calibres les plus courants sont de la charrière 18 à 32 en fonction de la taille souhaitée. On verra tout à l'heure le choix de la taille. Deuxième partie, c'est comment on met en place un drain en percutané. Soit on utilise un mandrin interne,
Vous avez l'habitude de mettre en place des voies veineuses périphériques, les cathlons, en un membrane interne qui permet de rigidifier le système et de le glisser à l'intérieur d'une cavité, là en l'occurrence pleurale. Lorsque vous posez une voie veineuse périphérique, c'est intraveineuse à l'intérieur de la veine. Donc ça répond exactement au même principe où vous avez un membrane à l'intérieur du drain qui permet de glisser le dispositif, de le rigidifier pour pouvoir le glisser à l'intérieur de la paroi thoracique. A contrario, on peut avoir des drains avec des membranes externes. C'est une sorte de gros tournevis dans lequel on introduit le membrane externe, le membrane de Monod. Une fois qu'on a transpercé la paroi thoracique et qu'on est dans la cavité pleurale, on enlève le dispositif de trocar en laissant en place le membrane de Monod, et c'est à travers ce membrane qu'on va pouvoir glisser le drain thoracique à l'intérieur de la cavité thoracique. Il y a d'autres cathéters avec un membrane externe. Là, en l'occurrence, c'est les pleurocates, où c'est une sorte de grosse aiguille avec laquelle on transperce la cavité thoracique qui nous permet de glisser le drain qui est de Charrière 8 à 10. Selon la méthode de pose, on peut aussi avoir des drains posés selon la méthode de Seldinger, c'est celle qu'on utilise communément pour la mise en place de cathéters veineux centraux. Comment ça se passe? On pique entre deux côtes jusqu'à atteindre la cavité pleurale avec l'aiguille. On glisse un petit guide à travers lequel nous allons retirer l'aiguille et glisser un dilatateur. Une fois qu'on aura dilaté le trou d'introduction, on enlève le dilatateur et on met en place le cathéter ou le drain de Fuhrmann, communément appelé queue de cochon. Il y a aussi des drains sans membrane, c'est ce qu'on appelle les drains de Totti, et c'est ceux qu'on va utiliser en péropératoire puisque le thorax est ouvert, la cavité thoracique est ouverte, et donc le chirurgien met en place son système de drainage directement sous contrôle de la vue. Maintenant, on va parler des systèmes de drainage. Les systèmes de drainage communément appelés les valises. Et donc, je dis la même chose pour tout à l'heure. Les caractéristiques des systèmes de drainage, c'est qu'une valise doit avoir un système anti-reflux pour pas qu'il y ait de retour de la valise vers le patient. Le système de recueil ou valise doit permettre le recueil et doit permettre l'aspiration si besoin. Ici, je vais vous décrire ce qu'on appelle la valve d'Emlich. La valve d'Emlich est une sorte de valve unidirectionnelle qui, sur cette partie bleue qui va être branchée sur le drain, va permettre d'évacuer à sens unique l'air, voire le liquide, qui ne peut retourner dans l'autre sens puisque la membrane de protection va se collaber et empêcher le retour de l'air et du liquide vers le patient. Tout à l'heure, on a parlé de M. Playfair à la fin du 19e siècle qui a mis en place les systèmes du bocal. Il a commencé par mettre en place un système à un bocal, qui est un dispositif de recueil et un système anti-reflux. Un dispositif de recueil parce que ça permet de recueillir le liquide et l'air, et le système anti-reflux est assuré par le fait que le tuyau est plongé dans 2 cm d'eau à 40 cm du patient. Donc, au pire, lorsque le patient crée une grosse pression négative, le liquide va refluer à l'intérieur du tuyau, ce qui va empêcher le retour de l'air vers le patient. Petit bémol, nous avions dit tout à l'heure que la plèvre produisait à peu près 100 ml de liquide par 24 heures. Donc, les 2 cm du bocal vont rapidement être mis à défaut puisque le niveau d'eau va remonter. Donc, qui dit augmentation du niveau d'eau dit augmentation de la pression hydrostatique.
Donc là, on n'est plus à 2 cm, on sera à 10, 12, voire plus en fonction de la taille du bocal et du volume de liquide produit. Donc lorsque le niveau liquide va augmenter et va augmenter la pression hydrostatique, on va avoir une perte d'efficacité. Comment gérer ce problème? M. Playfair a mis en place un système à 2 bocaux. Un premier bocal qui permet le recueil du liquide. J'attire votre attention sur le fait que les 2 tuyaux ne sont pas plongés dans le liquide. Donc ça permet uniquement le recueil. Ce premier bocal est relié au deuxième bocal, qui est le même que celui de tout à l'heure. Celui-ci va assurer une pression hydrostatique au moins à moins de 2 cm, puisque cette fois-ci, le tuyau est plongé à l'intérieur. Donc, tout épanchement aérique va passer par là, être récupéré par la deuxième tubulule, plonger, elle, dans 2 cm d'eau, ça va buller et ça va être évacué par ce système de tubulule. Particulièrement innovant, mais on pourrait avoir recours à des systèmes d'aspiration grâce à cette pression hydrostatique. Et c'est là où on arrive à un système à 3 bocaux. Je rappelle, premier bocal pour le recueil du liquide, deuxième bocal qui va créer une pression hydrostatique à 2 cm avec un tuyau plongé à l'intérieur, troisième bocal relié au premier, et ce troisième bocal, c'est ce qu'on appelle communément la colonne de Jeanneret. Cette colonne de Jeanneret, en fonction de la hauteur du liquide imposée, va créer la dépression souhaitée. Donc, si je mets un tuyau plongé dans 10 cm d'eau, ça va créer une pression hydrostatique à moins 10 cm. 20 cm d'eau, moins 20 cm, en fonction de la hauteur de liquide qui va recouvrir le tuyau d'immersion. Et le tout doit permettre une aspiration. Donc, on peut mettre en place une aspiration supplémentaire à la colonne de Jeanneret qui va créer une pression hydrostatique supplémentaire. Aujourd'hui, ce système-là, c'est exactement le même que celui qu'on utilise dans le système Pleurevac-Sahara. Je vais y revenir tout à l'heure. La question qui se pose, je mets en place quelle dépression? Donc, soit on est sur du siphonnage simple, c'est-à-dire que le bocal est mis à 40 cm en dessous du patient, un ou deux bocaux plongés dans 2 cm, ce qui va créer une pression hydrostatique négative pour éviter le reflux, soit on le met à moins 300 cm d'eau, ce qui est complètement proscrit. Pourquoi? Parce que lorsque l'aspiration est trop forte, qu'elle soit pleurale, digestive ou autre, ça va provoquer des lésions des muqueuses, soit pleurales, soit parenchymateuses pulmonaires, d'accord? Et donc provoquer, entretenir, voire aggraver les fuites liquidiennes ou aériques. Donc ça peut entraîner des lésions parenchymateuses, vasculaires ou bronchiques. Donc pas de grosse aspiration. Donc pour choisir la dépression, plusieurs facteurs rentrent en considération. La première, c'est la vitesse de production de l'épanchement. La deuxième est la nature de l'épanchement. Bien sûr, on n'a pas besoin d'une grosse dépression pour évacuer un épanchement aérique, très peu visqueux. Par contre, un écoulement liquidien, voire purulent, a besoin d'une dépression supplémentaire pour pouvoir évacuer ce type de liquide. Et cette résistance à l'écoulement va être dépendante, bien sûr, de l'épaisseur et du diamètre des tuyaux et du système évacuateur. Donc, pour le choix de cette dépression, on revient à l'étude que j'ai traitée tout à l'heure, qui va traiter de la dépression pour dire que, tout simplement, moins 40 cm d'eau en ventilation à pression négative, c'est-à-dire en ventilation spontanée, est largement suffisant et évite tout mouvement de liquide dans les tuyaux. Toutefois, je tiens à rappeler que l'objectif est de maintenir le poumon à la paroi, avec un cliché radiologique satisfaisant.
Je reviens au système de recueil et le système de bocaux. Nous connaissons tous les systèmes à usage unique, soit le thoracilte, soit le sentinelle-silt, soit celui qu'on connaît quasiment tous, qui est le Pleurevac-Sahara. Et donc, par analogie au système des trois bocaux, nous avons l'entrée du drain relié au patient qui permettra le recueil du liquide. C'est le premier bocal et c'est ce qui est représenté ici en graduation sur fond blanc. Le deuxième bocal qui est plongé dans 2 cm d'eau, ces 2 cm d'eau, on l'appelle chambre scellée sous l'eau, est représenté par cette colonne, qui est plongée dans 2 cm d'eau. Je vous rappelle que lorsque vous préparez la valise Pleurevac-Sahara, vous prenez une seringue de 20 millilitres que vous injectez pour créer la colonne de Jeanneret à 20 cm et créer la chambre scellée sous l'eau. Et donc, le Pleurevac-Sahara est juste l'illustration moderne d'un système d'usage unique à 3 bocaux. Premier bocal, recueil de liquide. Deuxième bocal, pression hydrostatique à moins de 2 cm d'eau, et c'est un scellé sous eau qui nous permet d'évaluer le bullage. Et troisième bocal, colonne de Jeanneret à 20 cm. Faisant attention, cette colonne de Jeanneret n'est pas permanente puisque ce liquide risque d'être évaporé, du coup diminuer la hauteur de la colonne et du coup diminuer la pression hydrostatique négative. D'où l'intérêt d'avoir un orifice supplémentaire vers la source d'aspiration pour verrouiller et assurer une pression bien calculée. Petit rappel, donc le Pleurevac-Sahara, nous avons un voyant qui nous permet de savoir si le drain est en aspiration ou pas. Donc lorsqu'on met le drain en aspiration, le voyant va se relever, le témoin va se relever pour nous indiquer que le drain est bien en aspiration. Aspiration qu'on peut régler entre moins 10 et moins 40 cm d'eau. Je rappelle que ça ne sert à rien d'aller au-delà de cette pression pour le système de drainage thoracique. Donc, nous avons un témoin de fonctionnement de l'aspiration avec un manomètre en fonction de la pression souhaitée. Nous avons le scellé sous l'eau qui nous permet aussi de contrôler et de mesurer l'importance du bullage. Je vous invite à regarder plus précisément ces graduations, puisque ça va de 1 à 7, et plus le bullage est important, plus les bulles vont aller vers le 7, et moins le bullage est important, plus il sera plutôt vers le 1. Il contient aussi une fixation pour la déambulation, ou une poignée pour déambulation, et dispose d'une valve anti-retour plus efficace que le bocal. Et il faut garder ce système tant que la chambre de recueil n'est pas pleine. Pourquoi? Parce que le garder longtemps, ça diminue le risque septique provoqué par les manipulations répétées. Pour les gens qui font de la traumatologie ou du polytraumatisé, le Pleurevac peut être associé à un système d'autotransfusion qui peut être retraité et réinjecté au patient. Nous allons parler des techniques de pose du drain thoracique. Tout d'abord, la préparation du matériel. La préparation du chariot de drainage doit devenir une routine dans les services où on en fait fréquemment, encore plus dans les services où on en fait peu. Ça doit contenir un bistouri, du fil à peau, 2 pinces de cocher et une pince à traire. Elle doit contenir aussi un trocard si besoin, une seringue de 20 ml avec une aiguille pour permettre l'anesthésie locale, des drains de différentes tailles et de différents types qui vont du Pleurocat jusqu'au drain de Joly, un système de recueil communément appelé valise,
un matériel pour pansement et une casaque avec des gants stériles et des champs stériles. Je rappelle que tout geste sur le système de drainage doit se faire de manière complètement aseptique. La préparation du patient passe avant tout par l'information. On ne met pas en place de drain thoracique sans monitorage, sans voie veineuse périphérique, et le recours à la sédation ou la prémédication peut être recommandé. La radiographie pulmonaire doit être systématique avant toute mise en place d'un drain thoracique et l'installation du patient est super importante, surtout lorsque le patient est sous ventilation mécanique. Les tuyaux doivent être disposés de manière à libérer le champ d'action de l'opérateur pour que ça se fasse de manière aseptique. Il faut protéger les cathéters, les circuits de ventilation et les électrodes. Il faut mettre en place une protection sous le thorax pour ne pas salir le lit, les draps, soit avec du liquide pleural, soit avec du sang. Le bras homolatéral au drainage doit être en flexion à 90 degrés, en abduction et en rotation externe. Tout ça doit être contrôlé de manière précise pour éviter les lésions plexiques sur le bras du côté de l'opérateur. Il faut une désinfection large et un lavage aseptique et chirurgical des mains de l'opérateur. Donc, après la création d'une zone stérile par les champs, on fait une anesthésie locale, on fait une incision cutanée avec une dissection des différents plans à la pince de type Kelly jusqu'à l'espace intercostal et jusqu'à l'ouverture de la plèvre avec cette pince. On n'ouvre pas au doigt et on ne perfore pas la plèvre avec un membrane qui soit interne ou externe. Le risque, c'est qu'on ripe et qu'on aille léser les gros vaisseaux intrathoraciques. Donc, l'ouverture de la plèvre se fait de manière délicate grâce à la pince de Kelly. On insère le drain de 2 à 3 cm après le dernier orifice latéral et on le pousse de manière très douce et très parcimonieuse en fonction de la direction qu'on veut lui faire prendre, soit vers le haut pour évacuer un épanchement aérique, soit vers le bas pour évacuer un épanchement liquidien. Le choix du site d'insertion, historiquement, on le faisait sur une zone déterminée par la ligne axillaire antérieure, la ligne mamelonnaire en bas et la ligne axillaire postérieure. Sauf que, je l'ai bien décrit tout à l'heure, l'avènement de l'échographie nous permet d'insérer les drains de manière précise et sécurisée pour éviter de léser le diaphragme et les gros vaisseaux. Le choix du calibre du drain se fait en fonction du type d'épanchement que l'on veut évacuer. Si c'est un épanchement aérique de type pneumothorax, que le patient est stable non ventilé, un drain de petite carrière ou de petite taille, charrière 14 ou 22, est largement suffisant. Lorsque le patient est sous ventilation mécanique, voire est instable, et lorsqu'on a un hémopneumothorax, il faut plutôt avoir recours à des drains de gros diamètre, entre 24 et 32 d'unités charrière. Pour tout épanchement liquidien, on choisit des drains au-delà d'un diamètre de 20. Soit c'est du transsudat et un petit diamètre à 22 fringes est suffisant. Et plus le liquide est épais, plus la taille ou le diamètre du drain doit augmenter. La pose du pleurocate doit être exceptionnelle pour les épanchements liquidiens parce qu'ils se bouchent très rapidement. Et enfin, en péropératoire et après toute chirurgie, on a plutôt recours au drain de Totti en antéro-postérieur. La technique chirurgicale de mise en place d'un drain, j'ai dit qu'on ouvrait la plèvre à la pince de Kelly, comme ce que l'on voit sur cette diapositive. Il faut éviter de mettre le doigt, mais ce qu'on voit ici, c'est la cavité pleurale dans laquelle nous allons pouvoir insérer le drain en l'orientant avec la
pince de Kelly. Ceci est une photo d'une mise en place avec un trocar et un mandrin de Bono. Donc, une fois qu'on a ouvert la plaie, on glisse le trocar et le mandrin à l'intérieur de la cavité thoracique. On enlève le trocar, on laisse uniquement le mandrin et on met en place le drain en fonction de l'orientation. Et enfin, on a un mandrin interne pour les drains de Joly. Une fois la plaie ouverte, on peut glisser le drain, enlever le mandrin interne et orienter le drain en fonction du type d'épanchement, comme je l'ai dit tout à l'heure. La mise en place de Pleurocade, j'ai dit que c'était une grosse aiguille à travers laquelle nous allons insérer un dispositif de drainage de petite taille. En général, c'est du 8 d'unité charrière. Et enfin, la méthode Seldinger, qui est exactement la même que celle qu'on met en place pour les pour les cathéters veineux centraux, c'est-à-dire qu'on pique à travers une aiguille, on glisse un guide à travers cette aiguille. Une fois que le guide est mis en place, on enlève l'aiguille et on met un dilatateur, puis le drain de Fuhrmann, communément appelé queue de cochon. La fixation du drain se fait à la peau avec un fil à peau 2,0 avec ou sans spartiate. Et rappelons qu'il y a toujours la mise en place d'un fil ou d'un U en attente pour assurer l'étanchéité de la paroi lorsque on veut enlever le drain. C'est-à-dire qu'une fois fixé, il y a le fil de fixation du drain. Il y a un deuxième fil qui entoure l'orifice. Pourquoi? Parce que le moment venu, lorsqu'on enlève le drain, il suffit juste de faire un nœud avec cette bourse ou ce fil en U pour pouvoir fermer le trou d'introduction et assurer l'étanchéité de la paroi thoracique à l'ablation du drain. J'ai dit que la radiographie du thorax visualisant le drain en position doit être systématique et surtout pour vérifier la réexpansion pulmonaire en fonction du type de drainage. Donc ici, on voit parfaitement bien le drain de Fuhrmann ou queue de cochon qui va plutôt en basal. Et ici, c'est la même radiographie que je vous ai présentée tout à l'heure avec des drains de Totti, un qui est en apical et l'autre qui est postéro-basal. La mise en place d'un drain n'est pas anodine puisque ça expose à certains incidents et certaines complications, soit un trajet pariétal en dehors du gris costal ou même sous-pleural, la plaie d'un organe sous-diaphragmatique, d'où l'intérêt de l'échographie, une plaie pulmonaire, surtout avec les drains d'argile et les mandrins externes, la plaie du cœur ou de gros vaisseaux, ce qui peut être particulièrement fâcheux et dangereux. On arrive maintenant à la surveillance. Le cadre législatif pour la surveillance du drainage et des systèmes de drainage. Donc la pose relève d'un acte médical où l'infirmier a un rôle de collaboration. La surveillance relève du rôle propre de l'infirmier, comme pour la surveillance des cathéters, des sondes et des drains. On doit vérifier l'installation des tuyaux qui doivent avoir une longueur adaptée pour une bonne efficacité du drainage. Ils doivent être rangés, lovés, surtout pas siphonnés. Les raccords doivent être apparents et accessibles. Le système de drainage ou la valise doit toujours, j'insiste, toujours être au-dessous du niveau du patient. Au-dessous, pas sur le lit, pas au-dessus. Elle doit être raccordée au vide mural si indication et la dépression exercée est entre moins 20 et moins 25 cm d'eau, sachant que nous avons la sécurité de la colonne de Janot. Le fait d'enlever rapidement la dépression permet de diminuer la durée du drainage et la durée d'hospitalisation, et ça a été prouvé dans la littérature. Le rythme de surveillance à J1
doit être de manière assez rapprochée, puis au moins 2 fois par jour. Les systèmes à usage unique permettent d'éviter la contamination de la plèvre et ne doivent être changés que s'ils sont pleins ou renversés. L'aspect du liquide recueilli doit être décrit. Est-ce qu'il est séreux? Est-ce qu'il est purulent? Est-ce qu'il est hématique? Est-ce qu'il est chileux? La quantité doit être notée, marquée. L'oscillation du drain doit être décrite. Pourquoi? Parce que ça témoigne de la bonne perméabilité du drain. Il faut vérifier l'étanchéité du système, surtout lorsqu'on a un bullage non rythmé par la respiration du patient, mais tout bullage doit être consigné dans la surveillance. Et l'efficacité du drainage, en fonction des équipes, doit être évaluée de manière quotidienne avec une radiographie de thorax. N'oublions pas la traite, c'est-à-dire traire le drain. Ça doit être fait de manière pluriquotidienne pour pas qu'il se bouche, et ça se fait uniquement et exclusivement avec une pince à traire et non pas avec la pince à clamper, ce qui peut être très dangereux si on oublie cette pince à clamper, qui peut être très dangereux pour le patient. Donc, je vous décris un type de pince à traire. C'est très important, et j'insiste là-dessus, la traite se fait grâce à une pince à traire et non pas grâce au clan lent. Alors, les problèmes lors de la surveillance d'un drain, ce qu'on a le plus souvent, c'est des bullages prolongés, c'est la principale complication. C'est des bullages qui durent plus de 7 jours, après avoir bien sûr vérifié l'absence de fuite dans le système. Donc, c'est soit une fuite dans le poumon, soit c'est une fuite dans les bronches. La conduite à tenir, c'est de vérifier que le poumon est à la paroi. Cette vérification permet de diminuer la dépression jusqu'au siphonnage, c'est-à-dire jusqu'à la mise en déclive du drain, ou bien jusqu'à l'exclusion, ça veut dire jusqu'à ce que le drain soit bouché ou en dehors du patient. Si le poumon n'est pas à la paroi, un bullage prolongé doit imposer une radiographie du thorax et une fibroscopie pour éliminer une lésion bronchique. La deuxième complication la plus fréquente est la survenue d'une fièvre tique, ce qui doit faire suspecter systématiquement une infection. Une infection pleurale. Je rappelle que la plèvre est pauvre en anticorps, je le répète plusieurs fois, donc ça expose au risque d'infection et d'enquistement pleural. Lorsqu'on a une fièvre, c'est scanner systématique à la recherche d'un épanchement purulent intrapleural. Ce qu'il ne faut jamais faire sur un drain. Jamais. Il ne faut jamais clamper un drain. Jamais clamper un drain, jamais clamper un drain qui bulle. L'extrémité doit être en aspiration. Si on n'est plus en aspiration et qu'on est en siphonnage, ça veut dire en équilibre, il doit y avoir une compresse imbibée d'antiseptique sur cet orifice d'aspiration. Pendant la surveillance, évitez les injections dans les drains, évitez les aspirations fortes au-delà de 40, là j'ai mis plus de 60, là c'est la catastrophe, mais au-delà de 40, ça ne sert à rien. Et il faut éviter le siphonnage des tuyaux. Par contre, jamais inverser les tuyaux ou les bocaux. De toute façon, avec les systèmes à usage unique, on ne risque pas de le faire. Et il ne faut jamais surélever au-dessus du malade un drain non clampé. L'ablation des drains se fait lorsque nous n'avons plus de bullage, lorsque le liquide ramené est inférieur à 100. On a une marge beaucoup plus importante dans le centre où je travaille, où on est autour de 400 millilitres. Et lorsque le drain est exclu, c'est-à-dire bouché, on doit l'enlever. Comment on fait? On fait une analgésie préalable, on bloque la respiration. Pourquoi? Je rappelle que la ventilation spontanée, on est en pression négative. Donc, si on enlève le drain et que le trou reste ouvert et qu'on inspire profondément, ça va faire rentrer de l'air à l'intérieur du patient, ce qui va augmenter le risque de pneumothorax résiduel. D'abord, le drain doit être mobilisé, puis extrait le plus rapidement possible avec une bourse nouée dans la foulée pour éviter tout retour aérique à l'intérieur de la paroi thoracique.
La radiographie de thorax de contrôle est systématique après toute ablation des drains thoraciques. Je vais parler de la particularité des drains de drainage des pneumonectomies. C'est des drains bien particuliers. Je m'explique. Une cavité de pneumonectomie, d'accord, doit rester stérile. Elle doit rester stérile. Pourquoi? Parce qu'une cavité vide va quand même transmettre la pression négative. Imagine qu'on fasse une inspiration profonde. Ceci va attirer le médiastin et on risque la compression du ventricule droit et des gros vaisseaux. C'est ce qu'on appelle la luxation cardiaque. L'évolution naturelle de cette cavité est à ce qu'elle se remplisse de liquide. Mais en attendant, on a besoin d'équilibrer les pressions jusqu'à ce que cette cavité se remplisse de liquide. D'où l'intérêt d'un drain. Et cette fois-ci, le drain est bidirectionnel. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure pour les drainages habituels où il est irréversible, celui-ci est réversible. Je m'explique. Lorsque je fais une inspiration profonde, je vais créer de la pression négative à l'intérieur de la cavité. Cette pression négative risque d'attirer le médiastin et de luxer le cœur et les vaisseaux. Donc, pour éviter que ça attire le médiastin, on laisse rentrer l'air de l'extérieur vers l'intérieur. A contrario, lorsque la pression à l'intérieur de ce thorax est très importante, très positive, ça doit permettre la sortie de cette surpression positive. Donc, pour le dispositif de recueil de pneumonectomie, il n'est pas irréversible. Au contraire, il est réversible. Son objectif est de permettre l'équilibration des pressions et la stabilité du médiastin. Donc, ce type de drain va buller en permanence. Lorsque je fais une inspiration profonde, il va buller. Pourquoi? Parce qu'il va laisser rentrer l'air à l'intérieur de la cavité de pneumonectomie. Lorsque je fais une expiration forcée ou lorsque la pression intrathoracique est positive, ça va laisser sortir les bulles à l'extérieur du thorax. Donc, il va buller en permanence. Pression négative, pression positive. Donc, la particularité de la cavité de pneumonectomie et du drainage de cette cavité est que le système est réversible pour laisser rentrer l'air et laisser sortir l'air. Cette valise est particulière, c'est une valise de pneumonectomie, à ne pas confondre avec une valise normale qui est irréversible. Et cette fois-ci, si l'air sort et ne rentre pas, ça va attirer le médiastin et entraîner un arrêt cardiaque par luxation cardiaque. Donc, ne jamais mettre un drain de pneumonectomie en aspiration. Jamais. Pourquoi? On risque la luxation cardiaque et la mort du patient. Donc, selon les écoles, il y a des écoles qui mettent systématiquement un drain, comme l'hôpital Tenon, d'autres qui n'en mettent pas et qui font que de l'exsufflation lorsqu'il y a une hyperinflation intrathoracique. Ces draps sont en général mis pour une durée de 24 heures et enlevés au bout de 24 heures pour laisser cette cavité se remplir de liquide. C'est le seul moyen d'assurer un équilibre pérenne des pressions intrathoraciques et médiastinales. En conclusion, le drainage thoracique doit se faire comme un geste chirurgical stérile et minutieux. L'indication doit être réfléchie et la surveillance doit être rigoureuse. Le mot d'ordre, c'est efficacité et innocuité. Je vous remercie d'avoir suivi mon cours. Pour toute question, je vous prie de m'adresser un mail à ce courriel el-mahdi.afiani@aphp.fr. Merci à tous.